BFM Business. Il est bientôt 16h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On fait le point sur l'actualité jusqu'à 17h ensemble. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce dimanche, Emmanuel Macron veut mettre fin à l'incertitude avant sa prise de parole mardi à 20h concernant un allègement du confinement. Le chef de l'État s'est confié au journal du dimanche. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap, dit-il. Décryptage à suivre dans ce journal avec Thomas Soulier. Réouverture des petits commerces, retour des célébrations religieuses ou encore réunions familiales pour les fêtes de fin d'année. Les Français attendent beaucoup de l'allocution de mardi. Ce dimanche encore, certains catholiques ont manifesté à Nantes et à Paris. Un élevage de 1000 visons a dû être abattu après avoir été contaminé au Covid-19 en Eure-et-Loire, a annoncé le gouvernement ce dimanche. Ce type de contamination a déjà été observé au Danemark, aux Pays-Bas ou en Suède, mais c'est la première fois qu'un élevage français est concerné. Quelles annonces pour un allègement du confinement? Emmanuel Macron va s'exprimer mardi soir à 20h, à suivre bien sûr en direct sur BFM TV. Et il veut donner de la cohérence, de la clarté et un cap. C'est ce qu'il explique aujourd'hui au journal du dimanche. Un assouplissement en 3 phases. Romain Langlais. Mes chers compatriotes. Objectif de cette allocution, mettre de la clarté dans les mesures sanitaires et donner un cap à la France sur les 2 prochains mois. Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin. Il faut savoir ensemble où nous allons et comment y aller. Le déconfinement sera très progressif. La première étape, autour du 1er décembre, devrait assouplir la règle des 1 km dans les déplacements avec maintien des attestations et annoncer la réouverture des commerces non essentiels. Il y a une nécessité, une obligation de penser des alternatives au confinement. On doit pouvoir aller dans un commerce, parler avec des gens, bref, avoir ce lien social. Et donc, il faut rouvrir le petit commerce. Les lieux de culte qui étaient restés ouverts pourront eux à nouveau accueillir des fidèles pendant les cérémonies religieuses. La messe est vraiment fondamentale. Je pense que personne qui n'est pas catholique peut réaliser le manque qu'on a de ne pas avoir la messe. Et donc, on demande vraiment au président de pouvoir célébrer la messe la semaine prochaine. Le deuxième assouplissement devrait lui intervenir juste avant les fêtes. À ce moment-là, le confinement pourrait être remplacé par un système de couvre-feu, une piste qui permettrait aux Français de rejoindre leur famille à Noël. Et enfin, si tous les indicateurs restent au vert, de nouvelles mesures d'assouplissement pourraient être annoncées début janvier, avec la potentielle réouverture des bars et restaurants, des lieux culturels et des salles de sport. On en parle avec Thomas Soulier du service politique de BFM TV. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Concrètement, ce mardi soir à 20h, à quoi va-t-il falloir s'attendre de l'allocution du président? Le mot c'est perspective. Il veut donner des perspectives sur le court, moyen et long terme. En clair, c'est la fin demain soir mardi soir du stop and go. Vous savez, on ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Et ce maintenant depuis 6-7 mois. Les Français n'y comprennent plus rien. Et surtout, les professionnels en ont marre de ne pas avoir de vista dans les prochains mois. Donc, il va insister sur cela. Insister également sur le fait qu'il n'y aura pas de déconfinement. On parle bel et bien d'un confinement allégé ou adapté selon les termes, mais ce n'est pas un hasard. C'est aujourd'hui, c'est lui-même qui parle dans le journal du dimanche, c'est Olivier Véran qui parle dans le même journal, c'est Gabriel Attal qui parle dans le même journal. Ils se confient assez rarement, ces trois-là. C'est une manière de ne pas alimenter sûrement un faux suspense et qu'il n'y ait pas de faux espoirs chez les Français sur le fait que oui, il n'y aura pas de déconfinement à partir du 1er décembre. Thomas, le chef de l'État qui peut compter sur un regain de popularité. Oui, 41% de cote de popularité, c'est plus 3 points en un mois. Sondage ce matin, IFOP pour le journal du dimanche. D'abord, c'est le meilleur niveau depuis 6 mois. Et deuxièmement, il fait mieux que ses prédécesseurs à l'Élysée au même moment, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, c'est rassurant, certes, mais c'est à relativiser. Alors, rassurant car les chiffres sont bons, c'est une bonne nouvelle, c'est quasi inespéré pour lui, qui a subi tant de crises depuis le début du quinquennat et tant de couacs peut-être et de polémiques depuis 6 mois maintenant sur les tests, sur les masques ou encore sur l'isolement des personnes malades ou encore des cas contacts. C'est la preuve que les Français le jugent plutôt solide, surtout qu'ils considèrent qu'il n'y a personne d'autre qui ferait mieux que lui, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour le verre à moitié plein, mais aussi le verre à moitié vide. C'est à relativiser parce qu'il gagne beaucoup moins de points que lors de la première vague. C'était plus 11 points, souvenez-vous, au mois d'avril dernier. Et puis à relativiser également car c'est aussi en raison de sa gestion des attentats qui
remonte et pas seulement en raison de sa gestion de la crise sanitaire. Et enfin, dernière remarque, il peut dire merci à Jean Castex parce qu'il y a un système, un petit jeu au sommet de l'État en ce moment, de vases communicants. Plus Jean Castex baisse, plus Emmanuel Macron monte. C'est peut-être pour cela aussi qu'il l'a nommé. Merci pour ces précisions, Thomas. Vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant dans le journal de 16h30. Les annonces d'Emmanuel Macron à suivre, donc vous l'avez compris, mardi à 20h en direct sur l'antenne de BFM TV. Bruno Fuchs, bonjour. Vous êtes député MoDem du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'attendez-vous concrètement des annonces d'Emmanuel Macron mardi soir ? Bonjour, oui, bonjour. Écoutez, c'est bon. Moi j'attends comme le sport parce que ça fait pas dans ce pays qu'on combat la maladie, mais qu'on le combat en mode de survie. On ne voit pas la sortie. Or, depuis quelques jours, on sait qu'il va y avoir un vaccin, donc on sait que la sortie de crise est possible dans les mois qui viennent. Donc il y a là vraiment un espoir. On sait maintenant que l'on se bat pour vaincre définitivement ou quasi définitivement cette maladie et retrouver une vie normale. Le tout savoir maintenant comment. Et là, c'est là que j'attends de sa part un discours très fort et précis, qui va donner de la confiance, redonner de la confiance aux Français, car on sait maintenant qu'on va sortir de crise. Comment les familles qui souffrent vont pouvoir s'organiser pour Noël, pour après Noël? Comment les commerçants qui sont depuis des mois, pour certains à l'agonie, certains ont même dû déposer, d'autres sont aidés vraiment à bout de souffle. Comment ces commerçants vont pouvoir sortir progressivement de la crise? Et puis, bien sûr, l'ensemble des Français qui attendent de savoir précisément comment on va sortir jusqu'au déconfinement progressif et après, comment cela va se passer jusqu'à l'arrivée du vaccin, donc jusqu'à l'arrivée d'un mode de vie relativement normal une fois que le vaccin sera arrivé. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap, dit le chef de l'État. Est-ce que ça veut dire, selon vous, Bruno Fuchs, que jusqu'à présent, l'exécutif n'a pas été assez clair et a manqué de cohérence ? Il faut voir que jusqu'à présent, on a quand même combattu avec très peu de visibilité, des vagues qui augmentent tout à coup en quelques semaines, alors que la plupart des experts disaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Donc on navigue, c'est vrai, plutôt à vue, en fonction des chiffres tous les jours, toutes les semaines. Donc c'est vrai que le contexte, les informations que l'on a, la connaissance qu'on avait de la maladie a amené les dirigeants du pays à prendre des décisions, souvent semaine après semaine. Mais aujourd'hui, la chose a changé. On voit que l'on va sortir de cette crise dans les mois qui viennent. Donc une fois que l'on voit la sortie, il faut maintenant que le président nous indique comment on va ensemble, en cohérence et dans le meilleur des intérêts de chacun, sortir de cette crise. Et là, maintenant, c'est possible. On voit qu'il y a une sortie, donc on doit pouvoir avoir le chemin de la sortie. Et c'est ce qu'on attend mardi du président de la République. En tout cas, c'est ce que j'attends moi. Restez avec nous, Bruno Fuchs. Dans un instant, on va voir tout de suite que beaucoup de Français souhaitent un allègement de ce confinement. Vous l'avez dit, illustration sur un marché à Montrouge, en région parisienne. Reportage de David Dunal. Je pense qu'on pourra se déplacer à Noël. Très certainement, parce que les gens ont besoin de se retrouver en famille. Pour les commerces, je pense aussi qu'il y aura une réouverture des commerces. Je voudrais bien passer Noël avec mes petits-enfants, voilà. Et j'espère aussi la réouverture des cinémas, des musées, enfin de tout ce qui est vie culturelle. Petite libération des petits commerces, mais quand même un respect des règles. J'espère une ouverture des cultes, aux cérémonies, et aussi une ouverture des librairies et des commerces de proximité. Bruno Fuchs, vous êtes toujours avec nous. On entend ces attentes, et très grandes attentes des Français. Pour certains, un certain ras-le-bol. Vous comprenez ? Oui, bien sûr, je n'ai pas compris l'intégralité de votre question, mais je pense que ça fait écho au témoignage que l'on vient d'entendre. Bien évidemment, moi, tous les jours, à Mulhouse ou dans les environs, j'ai des témoignages, des appels de commerçants. On
confinement, je me déplace moins. Bien sûr que je les comprends. Alors l'État fait tout pour les aider. Je pense qu'on a fait une aide, un accompagnement quasiment optimal. Bruno Le Maire a vraiment, et les équipes de Bercy ont fait un travail fantastique. Maintenant, la situation personnelle de commerçants qui ont mis leur patrimoine, qui mettent l'ensemble de leur activité depuis des années dans un commerce, doivent être aidés. Il faut réouvrir maintenant très très vite. Mais la corrélation entre la diffusion de la maladie et la capacité ensuite à se déplacer à l'extérieur est un élément essentiel. Et aujourd'hui, on voit bien que les chiffres de la maladie sont meilleurs, que la maladie régresse, et donc on va pouvoir progressivement réouvrir les commerces le plus rapidement possible. C'était annoncé pour début décembre, le 1er, et je souhaite qu'effectivement on le fasse le plus vite possible, mais dans des conditions sanitaires fortes et non dégradées. Et je sais que les commerçants, tous ceux auxquels j'ai pu parler, se sont engagés. Ce sont des gens sérieux et nous sommes à leur côté au quotidien. Merci beaucoup Bruno Fuchs d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes député MoDem du Bas-Rhin. Nombreux sont aussi les Français qui souhaitent avoir des éclaircissements, et notamment les catholiques qui veulent pouvoir assister à nouveau à des messes. Image, vous allez voir, d'un rassemblement devant la paroisse Saint-Augustin à Paris. On va la voir un peu plus tard probablement. En tout cas, ces catholiques étaient également mobilisés du côté de Bordeaux ou encore de Nantes. Des images de Nicolas Filiol. Alors, quel est leur objectif? Écoutez leur réponse. Alors l'objectif, c'est de demander qu'on puisse célébrer librement notre culte, comme la loi l'indique, en fait, tout simplement, sachant qu'on peut se rassembler un peu partout, que ce soit dans des supermarchés. On ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas le droit de célébrer librement notre culte alors qu'on nous autorise à aller dans une église. Quelque chose que notre gouvernement n'a peut-être pas bien compris, mais pour nous catholiques, la messe, c'est un culte public. Enfin, c'est à la fois un culte public et une prière commune. Ça ne peut pas que être une prière intime. Donc on a besoin de cette messe. Voilà, concernant l'épidémie, bien sûr, l'un des défis, c'est le vaccin. Ils seront bientôt là, on l'espère, alors que la France se prépare d'ores et déjà à une campagne de vaccination massive. Le gouvernement est ainsi dans les starting blocks pour être prêt pour distribuer un vaccin contre le Covid-19. Dans les faits, comment est-ce que tout cela s'organise? Que sait-on au juste de ce vaccin qui est en train d'être dessiné? Élément de réponse avec Anaïs Kroutz et Alexia Ferré. La campagne de vaccination française se joue d'abord à l'échelle européenne. C'est la Commission européenne qui est chargée de signer les accords avec les laboratoires et de passer les précommandes. Au total, plus d'1 milliard de doses ont déjà été acquises. Les vaccins seront ensuite distribués dans chaque État membre. La France se prépare à commencer la vaccination dès janvier 2021 et s'est déjà assuré 15% des doses commandées par l'Union européenne. Mais tous les Français ne pourraient pas bénéficier du même vaccin. Il y a un nombre de vaccins important, il y en a 9 ou 10 déjà en phase 3, donc ils ne vont pas tous arriver en même temps. Et en fonction des résultats, si vous voulez, il y aura des choix peut-être qui vont être faits de disponibilité. Et on sait de notre côté qu'on ne pourra pas vacciner tout le monde en même temps. À ce stade, la Haute Autorité de Santé considère que les personnes âgées ou fragiles, ainsi que les professionnels de santé, seront prioritaires. Mais des interrogations subsistent. Comment s'y prendre? Qui pourrait intervenir? Vendredi, lors d'une visioconférence, l'adjointe à la santé de la mairie de Paris a annoncé le scénario étudié. Une vaccination de 30 à 40% de la population, suivie d'une deuxième phase de vaccination qui se ferait en médecine de ville. Une implication territorialisée, approuvée par de nombreux généralistes. Il y aura aussi toute la problématique des patients vulnérables qui sont à domicile, qui ne peuvent pas se déplacer et qui devront être vaccinés. Ça va être la question de la confiance que vont avoir. Il va falloir que chacun ait confiance, les citoyens aient confiance dans cette vaccination. L'avis définitif sur l'organisation de cette vaccination devrait être connu mi-décembre. Bonjour Jean-François Corti, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste, auteur de Profession solidaire, chronique de l'accueil. Tout d'abord, concernant cette question des vaccins, est-ce que selon vous, la France est prête à vacciner massivement contre le Covid? Écoutez, on sait qu'on a un peu moins d'une dizaine de vaccins qui sont potentiellement utilisables, que les autorités sont en train d'en commander plusieurs types. On a, selon les vaccins, des contraintes logistiques qui sont plus ou moins marquées, certains qui nécessitent d'être conservés dans une température très basse, d'autres moins. On a surtout
encore besoin de confirmation sur la durée de l'immunité qui sera produite. Et puis, on a surtout aussi, je pense, besoin de savoir à quel prix quel prix on devra payer pour pouvoir les obtenir. Mais on est de fait dans la capacité aujourd'hui de pouvoir lancer des campagnes de vaccination de masse en période épidémique. Les humanitaires dont je fais partie ont l'habitude dans des contraintes difficiles. Aujourd'hui, en France, on a la capacité logistique de pouvoir vacciner lorsque l'on sera sûr que les vaccins ont peu d'effets secondaires et qu'ils ont une immunité qui va être utile pour atténuer les effets de l'épidémie. Alors, mardi soir, Emmanuel Macron va s'exprimer à la télévision devant les Français à 20h. Il va donner des pistes de sortie progressive de ce confinement par étapes. Quel type de stratégie attendez-vous de sa part ? Moi, j'attends le fait que, évidemment, au regard des indicateurs de santé, l'évolution est plutôt favorable, mais que l'on continue à alerter nos concitoyens sur le fait que la situation reste difficile, qu'il faut évidemment faire en sorte que la tension sanitaire vis-à-vis de la tension économique fasse en sorte que notamment les commerçants et autres acteurs qui sont en difficulté puissent progressivement y avoir des aides sociales importantes, mais du point de vue médical, même si la tension est moins importante sur les urgences et sur la réanimation, le nombre de morts reste conséquent, plus de 250. Et puis j'ai une attention particulière sur les mortalités, notamment en EHPAD, des personnes âgées qui sont très vulnérables avec des comorbidités, qui ne pourront pas bénéficier de la réanimation. Pour elles, il faut absolument permettre au personnel et aux familles qui viennent les voir d'être testés régulièrement. Et ce ne sont pas les tests PCR qui sont les mieux aujourd'hui. Je pense à les tests salivaires qui existent. Il y a urgence à faire en sorte que ces tests puissent être utiles et qu'on puisse les faire régulièrement afin de limiter l'impact, notamment en EHPAD. Docteur Corti, d'une manière générale, est-ce que malgré tout, vous, en tant que médecin généraliste, vous avez l'impression qu'on a passé le plus dur ? De fait, on voit que le nombre de cas diminue, que la pression sur les services hospitaliers et sur la réanimation diminue, même s'il y a une approche hétérogène à l'échelle nationale et que les régions sont plus ou moins marquées. Comme on le sait, aujourd'hui, c'est l'ensemble de la métropole qui est touchée, mais à des niveaux différents. Donc, cette pression, on la sent moins importante, même s'il y a aujourd'hui la nécessité de prendre en charge les autres maladies, notamment en période hivernale. Et donc, il faut rester prudent, mais en même temps, il faut créer les conditions pour que l'on ait une issue favorable et répondre aux exigences économiques de nos concitoyens tout en gardant une ligne sanitaire qui soit conséquente. Encore une fois, les mortalités, elles frappent, on le sait, les comorbidités, les personnes âgées, les personnes les plus précaires. Donc il faut renforcer les dispositifs de protection, mettre à disposition notamment une capacité de test, et je pense notamment aux tests salivaires rapidement importants, pour que lorsque nous serons à des seuils et des incidences moins importantes, on voit qu'elles baissent, alors le fameux testé, tracé, isolé puisse se faire dans de bonnes conditions afin de contrôler l'épidémie avant que les vaccins soient opérationnels et que la vaccination puisse couvrir une majorité de nos concitoyens. Merci, Dr Corti, d'avoir répondu à nos questions. La stratégie de lutte anti-Covid à l'étranger, à présent, et aux États-Unis, on compte évidemment beaucoup sur les vaccins pour stopper cette épidémie galopante qui a contaminé 12 millions de personnes sur le territoire. On retrouve notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Bonjour. Les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination avant la mi-décembre. On vient de l'apprendre. Oui, tout à fait. Les États-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé par le coronavirus, avec plus de 255 000 décès. L'épidémie semble hors de contrôle et aujourd'hui, les autorités américaines ont annoncé qu'elles espéraient commencer une grande campagne de vaccination d'ici la mi-décembre. Alors, on sait que le vendredi, une demande d'autorisation en urgence du vaccin contre le Covid a été déposée par le groupe pharmaceutique américain Pfizer et par son partenaire allemand BioNTech. Selon ces deux groupes, leur vaccin serait efficace à 95% sans effet secondaire grave. L'agence américaine des médicaments, la FDA, a alors annoncé que son comité consultatif sur les vaccins allait se réunir le 10 décembre pour étudier cette requête. Ce sont ensuite les scientifiques de la FDA qui vont décider d'autoriser ou non ce vaccin. Et donc, d'ici le 15 décembre,
ce vaccin contre le Covid pourrait être autorisé aux États-Unis. Alors l'administration Trump prévoit déjà de vacciner 20 millions de personnes à risque en décembre, puis entre 25 à 30 millions de personnes par mois. La rapidité de développement de ce vaccin est inédite, puisque en général aux États-Unis, il faut environ 8 ans de développement avant qu'un vaccin soit autorisé. Merci beaucoup Sonia Dredi, la correspondante de BFM TV à Washington. On a appris par ailleurs ce dimanche qu'un premier élevage de visons avait été contaminé au Covid-19 en France. Les 1000 bêtes ont été abattues en Eure-et-Loire, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Ce type de contamination a déjà été observé au Danemark, aux Pays-Bas ou en Suède, mais c'est la première fois qu'un élevage français est concerné. Également dans l'actualité, Éric Dupond-Moretti était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Le garde des Sceaux a notamment été interrogé sur la proposition de loi sécurité globale. Il a affiché son désaccord avec Gérald Darmanin sur le fait que les journalistes doivent réclamer en préfecture une autorisation avant une manifestation. On l'écoute. Il n'est pas question d'interdire à des journalistes de filmer et d'informer. C'est trop important dans une démocratie. Je ne partage pas cette idée, qui d'ailleurs a été abandonnée, et je m'en félicite, de demander à des journalistes d'aller finalement se déclarer à la préfecture. Invitée de Routel Krief hier sur BFM TV, Anne Hidalgo a, elle, déclenché la colère de ses alliés écolos en mettant en cause leur rapport à la République, une tension qui n'est pas redescendue et qui promet quelques semaines de tension au sein de la majorité parisienne. Romain Langlais. Jamais Anne Hidalgo ne s'en était prise à ce point aux écologistes. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait être adhérente du Parti des Verts parce qu'il y a ce rapport à la République qui fait qu'il y a du travail à faire chez eux pour être beaucoup plus au clair. Un manque de clarté qui fait écho à la polémique survenue mardi au Conseil de Paris. Certains élus avaient évoqué le non-respect d'une règle au moment de rebaptiser une rue en hommage à Samuel Paty. Un règlement de 1938 précise qu'il n'est pas autorisé de dénominer un lieu ou une voie au nom de quelqu'un mort depuis moins de 5 ans. Une sortie inacceptable pour la maire de la capitale, surtout de la part de ses alliés. C'est choquant et je l'ai dit publiquement. On devrait tous être unanimes là-dessus. Comment vous expliquez ça ? On ne l'a pas été. Au sein du groupe écolo de Paris, ces accusations ne passent pas du tout. Dans un communiqué, ils dénoncent même une fake news liée à un problème lors du vote. Le vote a reçu le soutien de l'ensemble des groupes du Conseil de Paris, dont les écologistes. Les mensonges relayés par Anne Hidalgo entachent le recueillement unanime du corps politique parisien. Une polémique qui a suscité la même indignation à la tête du parti Europe Écologie Les Verts. Anne Hidalgo, en préférant choisir l'option du combat politicien au lieu du combat politique au sens noble du terme, c'est-à-dire faire de petits buzz et de petites histoires en truandant de la vérité, eh bien, elle démontre qu'elle n'est pas différente de tous ces politiques que nous combattons. Si un divorce entre les Verts et Anne Hidalgo n'est pour le moment pas envisagé, cette querelle met une nouvelle fois en lumière les difficultés de l'alliance entre la gauche et les écologistes. L'actualité judiciaire à présent, Jonathan Daval a été condamné hier à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme en octobre 2017, Alexia. Il ne fera pas appel de la décision. Affaire suivante était consacrée à ce procès et parmi les invités, Cathy Richard, avocate de la famille d'Alexia. Que retient-elle de ce procès ? Écoutez sa réponse. Je retiens une grande tenue, la possibilité qui a été faite pour tout le monde de s'exprimer, de faire valoir ses questions, ces hypothèses de réponse, avec des jurés très attentifs. On a pris le temps, d'ailleurs, on a pris une journée de plus que prévu. Donc, j'en retiens finalement un procès duquel tout le monde ressort apaisé, soulagé. À suivre sur BFM TV, Emmanuel Macron veut de la clarté, de la cohérence et un cap. Le président s'est confié ce dimanche au JDD avant de prendre la parole mardi soir à 20h pour évoquer l'allègement du confinement. On y revient dans quelques instants. À tout de suite. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Aramis Auto, vente de voitures neuves et d'occasion au meilleur prix garanti.
Votre moto vous manque. Vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com. Équipement et accessoires moto. 8 heures comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. 7 heures désert, gueule, sensible mais sensible. Carte noire, intensément vivant. Pourquoi un matelas Tempur est si différent? Est-ce la technologie de la NASA qui est à l'origine de notre matériau Tempur unique? Ou est-ce parce qu'il vous offre un sommeil vraiment réparateur? Tempur, un matelas incomparable. Il y a deux choses que Charlie ne comprend pas actuellement. Les paroles de sa chanson préférée et ce que lui apporte le filet d'huile végétale qu'il ajoute à son plat. Les oméga 3 et 6, on ne comprend pas tout, mais c'est bon pour nous. À chaque huile, ses oméga. Rendez-vous sur huileetomega.eu. Vendezvotrevoiture.fr est la solution la plus simple pour vendre son véhicule. C'était super simple. J'ai rentré les informations sur ma voiture en ligne et reçu directement le prix de vente final. Tout a été fait sur Internet. Lorsque je me suis rendu en agence, j'ai juste eu à signer le contrat de vente et laisser ma voiture sur place. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Pour nous chez Opel, l'heure est venue de briser les codes. D'ouvrir la voie à la révolution électrique. L'heure est venue de vous affranchir des contraintes grâce à l'excellence de la technologie allemande. L'heure est venue de découvrir l'Opel Corsa i 100% électrique. Changez pour l'électrique à partir de 159 € par mois. Découvrez l'ensemble de la gamme Opel Corsa sur opel.fr. She takes the sidewalk you walk on and just like a catwalk to walk on. These streets are calling her name. Nouvelle Toyota Yaris hybride made in France. Profitez de 6 mois sans engagement à partir de 199 € par mois. Pendant le confinement, nos équipes ont mis en place tous les services nécessaires pour vous accompagner, comme la vente à distance et le click and collect. Venez les découvrir sur toyota.fr. Vous êtes des millions de commerçants, artisans, chefs d'entreprise, indépendants à compter sur nous chaque jour. Nous sommes 21 000 experts comptables et 130 000 collaborateurs à vos côtés, mobilisés au quotidien pour vous aider à passer ce cap difficile, préserver vos entreprises et l'emploi. Ensemble, restons mobilisés. A-t-on encore envie de placer son argent sans savoir comment il est placé? Choisir Maïf, c'est choisir d'agir pour l'emploi et l'environnement avec l'épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Invictus, parfum pour homme de Paco Rabanne. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Et pour commencer la semaine, nous allons retrouver un temps extrêmement calme ce lundi, mais pas toujours ensoleillé. Les nuages resteront en effet bien présents sur les régions du nord, notamment au nord de la Seine, du nord de la pointe bretonne, jusque sur le nord de l'Alsace. De nombreux nuages, quelques précipitations faibles sont attendues, alors que malgré tout, des éclaircies reviennent sur l'extrême nord.
Partout ailleurs, du soleil. Il faudra cependant attendre la dissipation des brouillards qui seront assez nombreux, notamment sur le sud-ouest ou encore du Val-de-Saône jusque sur le nord de la vallée du Rhône où localement, là, ils pourront être givrants. Soyez prudents si vous devez circuler. Dans le courant de l'après-midi, le soleil résiste sur les 3/4 du pays. Un léger voile nuageux sur le sud-ouest. Encore quelques plaques de grisaille possibles sur le Val-de-Saône. Et puis au nord, les nuages auront quand même tendance à se morceler un petit peu. Ils resteront nombreux de la région Île-de-France jusque sur le nord de l'Alsace. Le soleil toujours bien présent sur l'extrême nord. Un coup d'œil à vos températures. Couvrez-vous avec ces gelées qui resteront fréquentes en matinée. -3 degrés à Aurillac, à Clermont-Ferrand. Comptez -2 degrés à Grenoble, à Lyon. Il fera -1 degré à Limoges ainsi qu'à Strasbourg. On attend 0 tout juste du côté de Bordeaux ou encore Montpellier. Il fera 6 à Paris et 8 degrés à Brest. Et dans le courant de l'après-midi, les températures seront stationnaires. 6 degrés seulement à Dijon, 7 à Strasbourg, 8 à Nancy, 10 pour Lille. Il fera 11 à Paris et à Bourges. On attend 15 degrés du côté de Biarritz ainsi qu'à Nice. Et jusqu'à 17 degrés, ce sera pour Ajaccio. C'était votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. L'actualité à la une à 16h30 sur BFM TV. Réouverture des commerces, mais ni des bars ni des restaurants. Retour des cérémonies religieuses, mais quid de la vie culturelle. Emmanuel Macron annoncera mardi à 20h des allègements progressifs du deuxième confinement. Dans le journal du dimanche, le chef de l'État a déclaré vouloir apporter lors de cette prise de parole de la cohérence, de la clarté et un cap aux Français. C'est l'un des défis majeurs dans la lutte contre le Covid, les vaccins. Comment nos voisins européens s'organisent-ils? Nous irons en Italie où une campagne de vaccination sans précédent aura lieu fin janvier. Nous serons à Rome avec Blandine Hugonet. La France, elle aussi touchée par des contaminations de visons au Covid-19. Comme d'autres pays avant elle, la France a dû abattre des bêtes. C'était dans un élevage infecté d'Eure-et-Loir. La souche présente chez ces animaux pose de nouveau la question de la mutation possible du virus. Et puis, Jonathan Daval a été condamné hier à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia. Il ne fera pas appel de la décision de la cour d'assises de Haute-Saône. Que l'attend-il désormais en prison? Nous verrons cela dans ce journal. Quelle sortie de confinement pour les Français? Emmanuel Macron s'exprimera mardi soir à 20h, allocution à suivre en direct sur BFM TV et dans laquelle le président de la République annoncera des allègements progressifs. Oui, le président qui déclare aujourd'hui dans le journal du dimanche vouloir apporter de la cohérence, de la clarté et un cap aux Français sur la crise sanitaire. Les assouplissements annoncés mardi devraient s'échelonner en 3 étapes selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Alors à quoi s'attendre? Les pistes avec Adrien Portron. Alors que l'épidémie semble marquer le pas en France, à quoi pourrait ressembler le quotidien des Français suite à une adaptation du confinement? Concernant les déplacements, la jauge du kilomètre réglementaire pourrait être abandonnée aux alentours du 1er décembre. Mais les attestations de déplacement, elles, seraient toujours de vigueur, et ce, jusqu'au 18 décembre. Autre allègement, la réouverture des commerces qui pourrait avoir lieu ce samedi 28 novembre. Et même si la prise de rendez-vous ne sera pas obligatoire, les commerçants devront réserver 8 mètres carrés de surface par client, contre 4 avant le confinement. Du côté des lieux de culte, cela pourrait être le grand retour des célébrations religieuses. Même si la date n'est pas encore tranchée, la piste du 1er décembre est envisagée. Reste à savoir combien de fidèles pourront être accueillis. En revanche, le monde de la culture, lui, devrait encore patienter. La réouverture des théâtres et cinémas mi-décembre est peu probable. Elle pourrait être repoussée au mois de janvier. Même destin pour les bars et restaurants. Une réouverture au mois de décembre semble être écartée, pour un secteur déjà totalement exsangue. Autant de mesures, signe d'un allègement maîtrisé et progressif, que devrait dévoiler le chef de l'État ce mardi à 20h. On vous retrouve Thomas Soulier, journaliste politique du service politique de BFM TV. Cohérence, cap, clarté, c'est ce que promet Emmanuel Macron pour sa prise de parole de mardi soir. Est-ce qu'il faut comprendre à demi-mot que ce n'était pas vraiment le cas auparavant? Ouais, le contre-modèle, c'est le déconfinement du mois de mai. Même Jean Castex, qui pourtant pilotait cela à l'époque, a reconnu publiquement que ce déconfinement avait été beaucoup trop rapide. Et donc maintenant, on ne veut plus donner l'impression que l'exécutif navigue à vue, qu'il
qu'il subit. C'est pour cela qu'il veut donner un cadre mardi soir pour les prochains jours, les prochaines semaines et surtout les prochains mois. Le cadre, on le connaît désormais. Adrien Portran en parlait dans son sujet avec ces 3 étapes, ces 3 paliers. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, notamment sur le deuxième palier, autour du 18-19 décembre, pour le début des vacances scolaires. L'exécutif veut que les Français puissent se déplacer dans toute la France. Mais comment ? Est-ce qu'il y aura encore la règle des 1 km ? Est-ce qu'il y aura encore, oui ou non, des attestations à ce moment-là ? Est-ce que oui ou non, il y aura le retour du couvre-feu pour permettre aux Français de se déplacer en journée et pas le soir ? Vous voyez, il y a beaucoup de détails à trancher, des détails qui seront importants et mardi soir, Emmanuel Macron va devoir trancher sur ces différents points-là. Alors il y a une bonne nouvelle quand même pour Emmanuel Macron, Thomas, c'est que sa cote de popularité augmente selon un récent sondage. Oui, c'est assez étonnant, voire inespéré pour lui. Plus 3 points en seulement un mois. Il y a 2 bonnes nouvelles à cela. Pour lui, meilleur niveau depuis 6 mois et ce, malgré les crises, les couacs, ce déconfinement qui est allé trop vite, les tests ou encore les masques. Et puis surtout, sa cote de popularité est supérieure à celle de Nicolas Sarkozy et que François Hollande à l'époque, au même moment du quinquennat, pour les deux, on doit dire à 18 mois de l'élection présidentielle. Donc, bonne nouvelle certes, mais il faut relativiser. D'abord, il gagne seulement 3 points, alors qu'au mois d'avril, il gagnait 11 points au même moment lors des derniers jours avant le déconfinement. Ça prouve en tout cas une chose, que les Français le jugent solide, certes, qui ne voit personne d'autre, ça on le voit dans d'autres sondages, qui ferait mieux que lui, mais que voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus tendu vis-à-vis de l'opinion publique, il n'y a pas non plus de consensus politique, on voit que les marges de manœuvre sont faibles pour lui. Et puis, dernière remarque à relativiser également, car on ne sait pas pourquoi il marque 3 points. Est-ce qu'il gagne 3 points en raison de la gestion de la crise sanitaire ou alors de la gestion de la crise des attentats? Ça, on n'a pas la réponse au sondage. En tout cas, il maintient un socle de ses électeurs. 77% des électeurs de 2017 voteraient encore toujours pour lui aujourd'hui et le soutiennent. Et surtout, les électeurs de droite qui sont aujourd'hui le socle électorat d'Emmanuel Macron lui sont pour le moment fidèles. Merci Thomas. Les attentes sont donc grandes avec cette prise de parole mardi soir d'Emmanuel Macron. Fabien Roussel, bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français. Tout le monde attend quelque chose d'Emmanuel Macron, que ce soit les petits commerçants, les patrons de bars, de restaurants, les personnels de la vie culturelle, du sport. Vous, qu'attendez-vous de ces clarifications qui sont promises par le chef de l'État ? Nous attendons de la visibilité, de la cohérence et de la justice. Ce confinement qui est arrivé tardivement, qui n'était pas compris par les Français, qui ont fait en sorte que nos hôpitaux ont été saturés rapidement, beaucoup de soins déprogrammés. Bref, il ne faut plus revivre ça. Nous n'aurons pas de vaccin avant plusieurs semaines et nous allons devoir faire avec le virus toujours présent, période hivernale, au moins encore pendant 6 à 8 mois. Aujourd'hui, il faut donner de la lisibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir permettre à l'activité économique de fonctionner, aux salariés de pouvoir travailler. Il y a une envie d'avoir du lien social, de retrouver ses collègues, aux commerçants de pouvoir faire leur activité, de pouvoir vivre avec le virus. Et donc, il faut pouvoir répondre à ça. Ça veut dire créer les conditions que les commerces ouvrent, que les salariés puissent aller travailler, même si c'est en télétravail pour certains d'entre eux, ceux qui sont à l'usine, qu'ils puissent y aller quand même, mais en créant les conditions de la sécurité, tant pour les clients dans les commerces que pour les salariés au travail. Ça se travaille avec les organisations syndicales, ça se travaille avec eux directement, mais il faut pouvoir quand même avoir ce lien social, cette activité, parce que tout le monde redoute de revivre encore un confinement dur comme on vient de le vivre ou encore celui de la première vague. On a encore 6 à 8 mois devant nous comme ça. Il ne faut plus avoir des pics confinement, déconfinement. Il faut avoir de la lisibilité et de la justice et de la cohérence dans la manière de vivre avec ce virus. Fabien Roussel, vous avez été consulté vendredi par Jean Castex qui a tenu à réunir toutes les forces politiques sur la question du Covid. Qu'en est-il ressorti et avez-vous ressenti, vous, de la clarté dans vos échanges avec le Premier ministre ? C'était une discussion avec le Premier ministre qui était un peu moins conflictuelle que les dernières. Il y a besoin d'avancer. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites, de demandes qui ont été faites. Il y a une question quand même qui revient de manière forte, et que je me suis aussi permis de relayer, c'est comment
traiter plus fortement la question de la pauvreté et du chômage qui monte dans notre pays. Il y a ces 150 maires d'opinions diverses, d'étiquettes politiques diverses, qui demandent, issus des communes les plus pauvres de notre pays, qui demandent des moyens supplémentaires parce que chez eux, la pandémie, la crise économique tape plus fort qu'ailleurs et donc il y a besoin de moyens. Comment on accorde des moyens, des aides régulières aux jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le droit au RSA, qui n'ont pas de travail. Cette question de la pauvreté, elle est très très forte dans notre pays et elle est sous-estimée par le gouvernement. Il n'y a pas assez de moyens pour la traiter et ça, nous avons été nombreux à demander des moyens supplémentaires et pour nos communes et pour les associations et pour traiter cette question-là de manière plus large et dans la durée. Merci Fabien Roussel d'avoir répondu à nos questions à ce sujet. L'espoir d'un vaccin anti-Covid semble plus concret chaque jour et dans le monde entier, les laboratoires accélèrent le développement de leurs candidats vaccins. On apprend que les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination massive avant la mi-décembre. En France, Emmanuel Macron évoque, lui, la disponibilité d'un vaccin avant la fin de l'année, puis sa commercialisation. On va finir en Italie tout de suite pour rejoindre Blandine Hugonnet, notre correspondante à Rome. Blandine, le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a, quant à lui, annoncé hier que le pays entamera fin janvier une campagne de vaccination sans précédent en direction de catégories prioritaires de la population. Oui, ces catégories prioritaires, ce sont tous les professionnels de santé dans les structures hospitalières et puis toutes les personnes âgées, qu'elles soient en EHPAD ou qu'elles soient atteintes d'autres pathologies. Donc dès la fin du mois de janvier prochain, l'Italie prévoit de recevoir quasiment 3,5 millions de doses du laboratoire américain Pfizer pour pouvoir vacciner 1,7 million d'Italiens de ces catégories les plus exposées d'abord. Parce que chaque personne devra recevoir 2 doses à l'intervalle de 3 semaines. C'est ce qu'a expliqué Domenico Arcuri cette semaine, qui est le commissaire extraordinaire chargé de la crise du Covid-19 en Italie. Alors cette campagne de vaccination massive est sans précédent, a dit le ministre de la Santé italien, parce qu'après cette première étape de fin janvier, eh bien chaque mois, le pays, l'Italie, prévoit d'augmenter le nombre de doses et le nombre de commandes et d'administration de ces vaccins pour le reste de la population. Donc le but est de pouvoir vacciner le plus grand nombre des 60 millions d'Italiens d'ici la fin de 2021, d'ici même le 3e trimestre de l'année prochaine. Sauf que aujourd'hui, beaucoup d'Italiens sont encore très sceptiques vis-à-vis de ces vaccins. Seulement un tiers aujourd'hui se dit prêt à être vacciné avec ces toutes premières doses qui seront mises sur le marché dans les prochaines semaines. Merci Blandine Hugonnet en direct de Rome sur cette question donc de la vaccination. En ce qui concerne en revanche la mutation du virus du Covid-19, elle est de nouveau sur la table, cette question avec cette toute première contamination d'un élevage français de visons. 1000 bêtes ont dû être abattues. Début novembre, le Danemark, premier exportateur de peau de vison, avait déjà alerté lui sur la détection d'une souche susceptible d'affecter l'efficacité des vaccins. Des contaminations de visons avaient également été observées aux Pays-Bas, en Suède, en Grèce ou plus marginalement en Italie. Pour bien comprendre, Caroline Dieudonné, journaliste au service santé de BFM TV, nous a rejoint. Bonjour Caroline. Bonjour. Depuis plusieurs mois déjà, il a été établi que les visons pouvaient contracter la maladie, mais aussi réinfecter l'homme. Oui, c'est ça. En fait, en France, par exemple, il y a l'ANSES qui mène une série de recherches, donc depuis plusieurs mois, sur le rôle épidémiologique des animaux sauvages et domestiques dans le maintien et la propagation du virus en France. En fait, ils vont regarder la réceptivité au SARS-CoV-2, donc la capacité d'une espèce animale à héberger le virus, et puis ils vont regarder la sensibilité, donc la capacité de cette espèce à exprimer des signes. Et donc ils ont conclu, par exemple concernant le vison, qu'avec les données que vous citiez aux Pays-Bas, au Danemark, en Espagne ou encore aux États-Unis, que cette espèce est donc bien réceptive et sensible, avec une transmission intra-espèce avérée et interespèce présumée. Donc en fait, ça serait une transmission retour, donc des visons qui pourraient réinfecter les humains et qui est à relier, nous dit l'ANSES, au contexte de forte pression virale due au fait qu'il y a une forte densité en fait de la population animale au sein de ces élevages qui favorise donc la transmission du virus. Et Caroline, c'est dans ce contexte donc que le gouvernement a décidé d'abattre 1000 bêtes, 1000 visons en France. Exactement. En fait, il faut savoir que depuis une alerte au mois d'avril des autorités néerlandaises, eh bien, on avait mis en place un certain nombre de dispositifs de surveillance, nous dit le gouvernement. Et puis, il y a eu des analyses à la mi-novembre dans le cadre justement
de recherche menée par l'ANSES. Et puis on a découvert effectivement que le virus circulait bien dans un élevage d'Eure-et-Loir. Un autre élevage est indemne. Et puis des analyses sont encore en cours pour 2 autres élevages avec des résultats attendus dans les prochains jours. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a aussi mené des analyses sur les éleveurs. Et dans ce cas, eh bien, les éleveurs des 4 élevages se sont tous révélés être négatifs. Alors ça pose des questions, effectivement, vous le disiez, puisque ça pourrait être donc des nouveaux variants du SARS-CoV-2. Et donc on continue à mener des études. L'OMS demande qu'on mette en place de nouvelles études scientifiques et de laboratoire pour comprendre justement quelles pourraient être les conséquences sur le développement de traitements et de vaccins sur l'immunité. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions et ces explications. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Et nous reviendrons sur la condamnation hier de Jonathan Daval, 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia en octobre 2017. À suivre notamment le témoignage du beau-frère d'Alexia Fouillot, invité à la mi-journée d'Affaires suivantes. BFM Business, première sur l'info économique et financière. Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale de l'économie. L'ouverture s'annonce effectivement difficile. Chaque jour, retrouvez les invités qui font l'actualité. Ils ont trahi leur entreprise. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une entreprise, il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre. L'expertise de la rédaction et des spécialistes de leur secteur. Les réponses aux questions que vous vous posez. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business. Votre moto vous manque. Vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com. Équipement et accessoires moto. Champs-Élysées de Lindt. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lindt. Dans les chocolats les plus raffinés. Champs-Élysées de Lindt. Lindt, maître chocolatier suisse. I said the hip, the hip it to the hip, hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. 1 Million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Les allergènes et particules microscopiques peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre maison. C'est pourquoi les purificateurs d'air Dyson capturent automatiquement 99,95% des polluants de votre air. Et nos aspirateurs sans fil génèrent une aspiration puissante pour les éliminer de vos sols et surfaces, les capturant à l'intérieur d'un système de filtration étanche à 6 couches, pour vous permettre de garder votre maison plus propre. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Offre disponible sur Dyson.fr. Savoir qu'on peut compter sur les autres, qu'on est toujours là, pour vous. Avoir confiance, toujours. Parce qu'on est plus qu'un numéro. Ces valeurs, ce sont les nôtres. Nous les partageons avec le Paris Saint-Germain et tous les membres American Express depuis plus de 170 ans. Retrouvez nos vidéos avec le Paris Saint-Germain sur americanexpress.fr/valeurs. Antoine bricoleur? Ah, non. Si? Ben non. Mais c'est toi qui m'as dit! Oui, bon ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladresses. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Bon, c'est surtout à toi que ça arrive, non? Pour profiter de toute la Matmut sans bouger de chez vous, rendez-vous sur l'appli Ma Matmut ou sur matmut.fr. Matmut, ma valeur sûre. On a dit à Loïc... Tu sais, si t'es trop gentil, tu vas te faire avoir dans la vie. On a dit à Loïc... C'est bien de vouloir aider les gens, mais là tu vas trop loin, mec. Nous, à la Caisse d'épargne, on a aidé Loïc à créer son entreprise solidaire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Chez JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels, nous pensons que chaque entreprise est amenée à repenser ses espaces de travail, au bureau ou à la maison. Réaménager les locaux, protéger les personnes ou s'équiper pour le télétravail, toutes les solutions sont sur jpg.fr. Vers de nouveaux espaces de travail avec jpg.fr. Bonjour. Ça va pas fort. Mes enfants, ils sont loin. J'ai même peur de sortir. J'ai besoin de mes courses et mes médicaments. Vous pouvez les amener chez moi? Ça fait du bien de parler à quelqu'un. C'est normal, madame. On est là pour vous. Merci. Vous êtes isolé, seul avec enfant.
Vous vous sentez vulnérable? Appelez Croix-Rouge chez vous. Écoutez Soutien, livraison de produits de première nécessité et de médicaments sur ordonnance. A-t-on encore envie de placer son argent sans savoir comment il est placé? Choisir Maïf, c'est choisir d'agir pour l'emploi et l'environnement avec l'épargne responsable et solidaire. Maïf, assureur militant. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning right at 6, don't that old bell make you sick? Hard times in the mill, my love, hard times. 16h48 sur BFM TV, 25 ans de prison pour Jonathan Daval et il ne fera pas appel. Le verdict rendu hier à la cour d'assises de Haute-Saône met donc fin à 3 ans de questions, sans toujours de réponse d'ailleurs pour la famille d'Alexia Fouillot. Invité d'affaires suivantes sur BFM TV cet après-midi, le beau-frère de la victime revient sur cette période ponctuée de revirements. Les dernières années, on s'est concentré dans un premier temps à courir après Alexia qui nous était déclarée comme étant en vie quelque part. Bon, très vite, on a appris qu'elle était assassinée. Ensuite, ça a été la recherche du meurtrier pendant 3 longs mois, où il était en fait juste contre nous, j'ai envie de dire. Et après, il y a eu la théorie du complot familial, où on est rentré dans un autre combat abominable. Voilà, il a fallu. Et puis Jonathan, après, il a fallu à chaque fois qu'on le presse, qu'on le pousse pour essayer d'avoir des petites portions de vérité. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas lui qui allait nous offrir la vérité. Donc c'est pour ça aussi que je me suis plongé dans le dossier corps et âme. La condamnation de Jonathan Daval au terme de 6 jours de procès, une peine juste pour les avocats de la défense. Alors qu'est-ce qui attend désormais Jonathan Daval en détention? Élément de réponse avec Marine Scherer. Jonathan Daval est actuellement à la maison d'arrêt de Dijon, où il est incarcéré depuis janvier 2018. Il va y rester à l'isolement jusqu'à son départ dans un CNE, un centre national d'évaluation. Il va être vu par des psys, vu par des personnels de l'administration pénitentiaire, vu par des conseillers d'insertion et de probation qui, à l'issue de ces 6 semaines, vont faire une proposition pour qu'il parte dans une maison pour peine. En France, il y a 10 maisons centrales et 40 CD, centres de détention, qui accueillent les longues peines. Il ira, lui, dans un centre de détention. C'est plus souple. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne présente pas de dangerosité. Et dans ce centre de détention, il ira vraisemblablement à Toul. Là encore, à l'isolement dans un premier temps. Puis petit à petit, Jonathan Daval sera intégré aux autres détenus. Il devra se tenir bien. Il ne faut pas qu'il ait de rapport d'incident. Rapport d'incident, c'est problème avec un surveillant, problème avec un autre détenu, bagarre, dispute. Il va devoir suivre des cours, c'est bien vu aussi. Donc formation. Il va devoir fréquenter les activités de l'établissement. Il peut de lui-même, si ça ne lui est pas imposé, aller voir un psy, aller voir le psy de la prison. Mais Jonathan Daval passera-t-il forcément 25 ans derrière les barreaux? Non, car en France, 3 mois de remise de peine peuvent être accordés chaque année aux détenus. Avec cet aménagement et les 36 mois déjà passés en détention provisoire, s'il a un comportement exemplaire, Jonathan Daval peut espérer sortir de prison dans 13 à 15 ans. La météo.